Saint Jean Bosco. 1815-1888. Les Français de la fin du 19e siècle ne le connaissaient que sous le titre des prêtres de son pays, Don Bosco. Giovanni Bosco, Saint Jean Bosco, est un Piémontais. Il est né le 16 août 1815 dans un hameau campagnard à une quarantaine de kilomètres de Turin, alors capitale des États sardes. Orphelin de père dès l'âge de 2 ans, il est élevé par sa mère, Margherita Occhiena, une paysanne à la religion robuste et plutôt sévère, qui lui inculque la nécessité de la prière, la crainte de Dieu et une dévotion toute particulière envers la Vierge Marie, mère de Jésus. Âme de chef et d'apôtre, Saint Jean Bosco catéchise très tôt ses camarades. Vers 14 ans, il parvient, non sans mal, à entreprendre des études qui le mènent au sacerdoce, vers lequel il s'est senti attiré à partir de l'âge de 9 ans. Il est ordonné prêtre à 26 ans en 1841. Dans ce second volet de notre émission Pèlerin de Dieu sur les pas de Saint Jean Bosco, qui a consacré sa vie à l'éducation des jeunes, découvrons ensemble la lente maturation de l'œuvre exceptionnelle de ce jeune prêtre italien de la première moitié du XIXe siècle à Turin, l'oratoire Saint-François de Sales. Saint Jean Bosco appartient à une période tout à fait particulière de ce 19e siècle avec la révolution industrielle. Et donc, dans cette deuxième émission sur la lente création de l'oratoire, nous allons essayer de mieux comprendre comment ce tout jeune prêtre va se mettre au service de toute une population de jeunes qui étaient mis à l'écart. Alors, il va être dans la grande ville de Turin et cette ville va connaître d'abord une croissance démographique tout à fait étonnante, plus de 30% d'augmentation dans la première moitié du 19e siècle, malgré les troubles révolutionnaires et puis le retour à l'ordre qu'on appelle dans le domaine politique la restauration. Et tous ces jeunes qui viennent dans cette grande ville de Turin sont accueillis dans des usines. Le petit rappel du cours d'histoire, lorsqu'on appelle la révolution industrielle, c'est en fait la deuxième grande révolution dans l'histoire de l'humanité. La première est lors de la révolution néolithique, l'utilisation de la force animale avec la naissance de l'agriculture et puis de l'élevage. Les hommes utilisent la force animale et puis là, à partir notamment de la découverte de l'invention de la machine à vapeur, c'est James Watt en Angleterre à Glasgow en 1769, toutes les énergies mécaniques vont peu à peu irradier, vont innerver toutes les économies et l'Italie va être touchée d'une façon un peu plus tardive que les autres pays, mais d'une façon tout aussi forte où vont se multiplier les usines, les ouvriers et on va appeler notamment les prolétaires, c'est-à-dire ces ouvriers qui sont obligés de travailler des dizaines d'heures par jour avec notamment le travail des enfants pour des sommes tout à fait modiques et lorsqu'ils n'ont que leur force de travail, on les appelle les prolétaires. Il faut savoir que Saint Jean Bosco est né en 1815 lorsqu'il a à peu près 15 ans. Chez nous, en France, à Lyon, puis à Paris, il y a des émeutes ouvrières, des ouvriers de la soie qui sont très violentes et la police et l'armée qui répond par les canonnades et avec de nombreux morts. Donc c'est tout ce contexte de révolution industrielle qui vont faire que le jeune Jean Bosco, fraîchement ordonné par l'évêque, va avoir le choix entre plusieurs solutions et finalement, après un petit processus, il va se mettre au service des plus jeunes de la ville de Turin. Alors celui qui a aidé Jean Bosco à entrer dans le ministère, c'est l'abbé Cafasso, qui est un homme qui a été canonisé. Donc on dit qu'un saint peut en cacher un autre. Et bien voilà, il y a ce saint du clergé italien qui a été glorifié comme étant la fleur du clergé italien par le pape.
Donc à Faso qui a été ce modèle de prêtre que Don Bosco a longtemps cherché sans trouver au séminaire. Il déplorait au séminaire la distance. Lui qui avait été orphelin très tôt de père, il a toujours été un peu en quête de cette paternité de ce père qui aurait pu l'aider. Et c'est sur les 2 dernières années de son séminaire qu'il avait trouvé dans la figure de Don Cafasso cet homme qui vraiment l'aidait à se propulser dans un ministère marqué par le service des pauvres. Donc Don Cafasso, lui, son ministère, c'était principalement les pauvres de Turin et les prisons en particulier. Il avait tout un ministère auprès de ceux qui sortaient de prison et il visitait les prisons, les prisonniers, et il s'occupait aussi de ceux qui, ayant purgé leur peine, sortaient de prison et avaient besoin de lieux pour se réinsérer dans la société. Et donc il n'est pas étonnant que auprès de lui, Don Bosco trouve vraiment cet appui pour trouver quelle forme de ministère auprès des pauvres il pourrait commencer. Et Don Cafasso le trouve particulièrement indécis. Donc il lui laisse d'abord prendre un temps de quelques semaines pour réfléchir, ses vacances, pour prier. Et puis au retour de ses vacances, il n'a pas l'air plus décidé. Alors donc il demande rien, et donc Cafasso lui dit pourquoi ne me demandez-vous pas votre destination? Alors il répond, Don Bosco, parce que je veux reconnaître la volonté de Dieu dans votre décision et n'y rien mettre du mien. Faites votre paquet, lui répond le prêtre, et allez chez le théologien Borelli. Là, vous serez directeur du petit hôpital de Santa Filomena. Sainte Philomène, vous travaillerez aussi à l'œuvre du refuge. Alors, l'œuvre du refuge, c'est cette œuvre qui s'occupe de réinsérer les personnes sortant de prison, et tout particulièrement les jeunes filles. Ce à quoi Jean Bosco ne s'attendait pas, puisque lui, il voulait s'occuper, il avait ce désir de s'occuper, plus particulièrement, des garçons turbulents, comme il avait toujours fait au cours de sa vie, c'était son désir. Mais enfin, cette œuvre le rejoint assez fortement dans son désir d'être auprès de la jeunesse à éduquer. Alors il continue donc ses œuvres, et au départ il va faire une rencontre tout à fait particulière. Nous sommes le 8 décembre 1841 et ce jeune prêtre Saint Jean Bosco, qui a 26 ans, et célèbre la messe dans l'église de Saint François de Sales. Et lorsque il est en train de préparer sa messe, il y a un grand clerc qui prépare également tous les ornements, et dans cette église qui est non pas Saint François de Sales mais Saint François d'Assise, Saint François de Sales, ça sera l'oratoire qu'il va fonder après, un gamin s'était caché dans un coin et regardait avec curiosité, et le sacristain lui demanda de me servir la messe. Et le jeune gamin répond au sacristain: je ne sais pas. Alors le sacristain le prit en chasse en le frappant à coups de plumeau. On est dans la sacristie, et là Don Bosco, le jeune prêtre de 26 ans, demande: mais que faites-vous? Pourquoi battre ainsi cet enfant? Vous avez mal agi, c'est mon ami, rappelez-le sur le champ, je dois lui parler. Saint Jean Bosco avait jamais vu ce gamin de toute sa vie. L'enfant revient tout tremblant, il ne pouvait pas savoir servir la messe car il n'y avait jamais été. Je lui proposai d'assister à la mienne. C'est Saint Jean Bosco qui parle. Je vous rappelle qu'on peut connaître tous des petits détails car on lui a demandé d'écrire dans un carnet un récit, une sorte d'autobiographie, qui sont tout à fait intéressants pour avoir ces petits détails concrets. Alors on parlerait ensuite, et la messe se déroule. Après la messe, on fit connaissance. Il s'appelait Barthélemy Garelli, venait d'Asti, avait 16 ans. Ses parents étaient morts, il ne savait ni lire ni écrire, n'avait pas de métier, et à son âge, il n'osait pas aller au catéchisme. Je lui proposais de lui faire le catéchisme pour lui et ses copains s'il en avait. La première leçon se réduisit au signe de croix, il savait rien du tout. Et la semaine suivante, il revenait avec ses copains, et rapidement, une dizaine d'enfants vont venir non pas en voir à l'église de Saint François d'Assise, mais voir Don Bosco.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Don Bosco entame donc son ministère dans cette œuvre de charité qui était accompagnée par le père Don Cafasso et patronné d'une certaine façon par la marquise de Barolo, qui est une grande figure de la charité turinoise. Alors cette marquise, elle est d'origine française, Julie, donc son nom a été italianisé en Giulia de Barroso, donc elle épouse un marquis turinois et ils n'ont pas d'enfants. Alors d'un tempérament pieux et généreux, ils ont décidé de se mettre au service de la jeunesse turinoise marquée par la révolution industrielle et la misère galopante qu'on a décrit il y a quelques instants. Et donc elle va être veuve assez tôt et ne va faire que héritant de la fortune de son mari, elle ne fait que redoubler de générosité. Et donc elle se dévoue, et notamment dans cette œuvre du refuge, et le but de cette œuvre, elle est destinée d'abord aux jeunes filles. Alors dans les récits autobiographiques de Don Bosco, qui est très disert sur tout ce qu'il avait fait depuis tout petit auprès de ses troupes de garçons, avec son rôle de saltimbanque catéchiste qu'il avait d'abord endossé, puis maintenant comme prêtre, avec cette petite troupe qui se constitue progressivement autour de lui. Par contre, il dit très peu de choses de son ministère de directeur spirituel adjoint dans ce refuge qui s'occupe donc des jeunes filles sortant de prison d'une part, ou des jeunes filles tirées de la misère liées à cette condition ouvrière misérable du début du 19e siècle. Et donc il est assez peu à l'aise, mais enfin, il rejoint quand même profondément la marquise de Barolo sur son objectif missionnaire de soigner la jeunesse turinoise. Il a simplement cette petite troupe qui se constitue autour de lui et qu'il a du mal à faire héberger. Alors la marquise, elle est d'accord, elle l'encourage, mais enfin, une troupe de garçons aussi troublionne autour de lui, ça va être très compliqué. Alors progressivement, va se constituer ce groupe qui est solide, qui s'attache profondément à la figure de Don Bosco, et lui, c'est le cœur de son ministère, mais ça va être une aventure pleine de rebondissements pour que cette œuvre puisse prendre sa place dans les différentes œuvres de charité qui existaient à l'époque à Turin. Il faut imaginer, depuis ce premier jeune enfant, Barthélemy Garelli, qui le sert avec une messe et puis avec un catéchisme improvisé juste après la messe, là, il y a des dizaines, voire des centaines de jeunes qui viennent le dimanche pour passer toute la journée avec Don Bosco. Donc vous imaginez des jeunes demoiselles avec des religieuses d'un côté et puis des tourbillons de garçons avides d'exploits athlétiques et puis qui se chamaillent, qui crient fort. La cohabitation devient rapidement invivable et l'illusion a été réciproque entre la marquise et puis le jeune Don Bosco, puisque tous les deux voulaient attirer chacun dans leur propre projet. La marquise voulait absolument rattacher Don Bosco avec ses jeunes filles, alors que Don Bosco n'avait des yeux que pour ces garçons, ces jeunes maçons, puisqu'il y avait une sorte de marché où tous les jeunes venaient rechercher du travail, où les fréquentations n'étaient absolument pas bonnes, avec des jeux, avec de la violence. Alors, au cours du carême de 1845, les classes des plus grands se réunissent à Saint-Pierre-aux-Liens. Il y a un bon père, Don Tessio, qui accepte d'accueillir d'abord les plus grands du catéchisme. Et il y a aussi une autre illusion, c'est que le chapelain commet deux erreurs. Il pense que tous les garçons sont aussi sages que ceux qui sont avancés dans le catéchisme, alors que c'est pas du tout le cas. Et puis il pensait que il y avait des oratoires, sorte de regroupement à cette époque de garçons, mais ils assistaient à la messe, il y avait une petite explication après et ils partaient. Alors que là, ils avaient l'habitude de rester toute l'après-midi. Et il y a un moment, une anecdote savoureuse où la servante qui était au service de Don Tessio voit arriver la furie, enfin tous ces garçons déchaînés, et puis elle insulte Don Bosco de profanateur de lieux sacrés. Don Bosco est obligé de repartir avec tous ces garçons et il
en partant, il regrette de le dire, écrit Don Bosco attristé, mais cette lettre fut la dernière de Don Tessio, car dans la semaine suivante, lui et sa servante moururent subitement. Et à partir de là, va commencer une période de mobilité, on appelle ça l'oratoire mobile. Don Bosco a 30 ans, il reçoit des lettres de municipalité, il est dans des prés, et finalement, après une période de grande souffrance, où il n'avait plus rien, plus de solution, avec la responsabilité de ces centaines de jeunes, il va réussir à se poser au Val d'Occo. Voilà, l'itinérance de Jean Bosco et de sa sorte de patronage de l'époque, donc cette espèce d'école mobile à la fois pour instruire les jeunes, les faire jouer dans un contexte sain et les instruire du catéchisme. Eh bien, cette itinérance est liée au fait que aussi on se méfie de Don Bosco parce qu'on a l'impression dans le contexte de l'époque qu'il fomente une sédition populaire. Et donc il peut être, on accuse son œuvre d'être une œuvre politique et donc de menacer l'ordre public. Alors donc il y a rapidement la troupe qui s'en mêle. Il y a eu plusieurs fois l'accompagnement des policiers sur le lieu. Après cette tentative sur un cimetière abandonné, donc ensuite d'autres lieux plus ou moins adapté. Il y a enfin un hangar, donc au Val d'Occo, on vient de le dire, qui va être donné. C'est un soulagement, même si le lieu est exigu. C'est là que naît véritablement l'oratoire Saint-François de Sales, qui va être le foyer en fait de l'œuvre d'éducation de Jean Bosco, de l'œuvre des Salésiens. Alors donc dans ce lieu, on s'y installe, c'est tout un petit déménagement festif, et donc dans ce lieu, eh bien les jeunes vont pouvoir enfin trouver ce cadre pour le développement des activités de l'oratoire François de Sales. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France. Don Bosco et tous ces jeunes s'est donc retrouvés au Val d'Occo, où de plus en plus nombreux, ces jeunes viennent pour le catéchisme et puis pour les jeux. Alors, il faut tout de suite indiquer la grande spécificité de cette société qui se met en place. En fait, il a pris donc le nom de l'oratoire, et il y avait des expériences similaires à Milan, à Brescia, et ce nom d'oratoire rappelle Saint Philippe Néri, du XVIe, ce grand saint romain du XVIe siècle. Et à Turin même, il y avait Don Cocci qui avait également créé ces oratoires. Mais la grande différence entre l'oratoire qui va devenir la société de Saint François de Sales et puis les oratoires traditionnels, c'est que les oratoires traditionnels étaient paroissiaux, alors que là, la paroisse des jeunes sans paroisse, c'est comme ça que va l'appeler l'archevêque de Turin pour ce nouvel oratoire. Et puis il y avait la bienveillance joyeuse, on l'avait évoqué dans les émissions précédentes, certains prêtres avaient une sorte de raideur, de distance vis-à-vis du monde alentour qui ne correspondait pas du tout avec l'attitude foncière de Don Bosco, qui était d'une proximité et d'une grande chaleur et notamment avec ses jeunes enfants. Et puis surtout, c'est que cet oratoire va prendre en charge complètement les enfants toute la semaine, avec les cours du soir et les visites sur les lieux de travail. Enfin, autre différence, c'est que la personne de Don Bosco, sa présence permanente, stimulante, en fait véritablement un rapport personnel et non une institution comme l'oratoire de Saint-Philippe Néri. Et enfin, dernière spécificité, c'est que le Don Bosco sélectionnait à l'envers ces jeunes, c'est-à-dire plus ils étaient détruits ou des jeunes sortis de prison, plus ils étaient en grande difficulté et plus il les acceptait. Mais Don Bosco va connaître, sa santé va se détériorer très dangereusement. Il va pas suivre les conseils très judicieux de la marquise de Barolo, qui lui demandait de se reposer, et là il va être à deux doigts, il a 31 ans.
il va s'évanouir, on va lui administrer le viatique et l'onction des malades. Nous sommes en 1846, en juillet 1846, et il reste pendant 8 jours entre la vie et la mort. Alors vous imaginez dans tous les petits maçons, les centaines de jeunes qui prient pour Don Bosco, qui supplient la Vierge Marie pour que Don Bosco ne meure pas, et finalement, d'une façon un petit peu miraculeuse, il s'en remet, l'amélioration de santé est réelle, mais il est obligé de partir plusieurs mois dans sa ville natale, à la campagne, dans le hameau de Becci, et il sera soigné par sa mère, Marguerite, pour finalement un dernier retour à Turin. Alors, il en parle de sa maladie au reste, donc les médecins l'avaient averti, il lui-même écrit les nombreux engagements que j'avais dans les prisons, à l'hôpital Contolengo, au refuge, à l'oratoire et dans les écoles faisaient que, pour rédiger les petits livres dont j'avais absolument besoin, je devais travailler la nuit. En conséquence, ma santé déjà précaire par elle-même se détériora au point que les médecins me conseillèrent de suspendre toute occupation. Il va évidemment pas le faire. Et donc les petits livres dont il parle, c'était pour avoir des sous. Donc il écrivait donc et publiait ces petits livres. Donc il y avait des livres de pieux exercices et ça lui permettait de récolter ses sous en quête desquels il était en permanence puisqu'il manquait toujours de sous pour son œuvre et donc il était toujours à essayer de courir toutes les solutions possibles pour obtenir des sous pour ces jeunes. Alors donc on cherche aussi le clergé, ses amis, le croit devenu fou. Et donc il y a même un épisode où que lui-même Don Bosco rapportera bien plus tard où il dit que 2 de ses amis étaient venus en calèche pour le chercher, le conduire à l'hôpital psychiatrique non loin de là. Et donc ayant compris la ruse, il les avait enfermés dans la calèche en criant au cocher vous pouvez y aller. Et ils avaient eu toutes les peines du monde arrivé à l'hôpital à se dépêtrer de cette situation délicate dans laquelle ils s'étaient mis eux-mêmes. Toujours est-il que, il y a tout cet entourage qui essaye d'avertir Don Bosco. Alors, c'est uniquement par la force, sous la force des choses, avec cette syncope qu'il a fait, cette perte de connaissance, qu'il est enfin obligé de se reposer. Et ce repos, donc auprès de sa mère, va être bénéfique. Alors, dans le fond de sa campagne, il réfléchit à la nouvelle situation. Il peut pas reprendre de la même façon. Et donc, il convainc sa mère de retourner avec lui. Donc, il lui demande: Mère, je vais devoir habiter au Val d'Occo, mais en raison des personnes qui occupent cette maison, je ne puis y prendre que vous avec moi. Et donc sa mère s'incline et elle lui dit: s'il te semble que cela plaît au Seigneur, je suis prête à partir à l'instant. Elle quitte la maison et arrivant au Val d'Occo, voyant la pauvreté des lieux, elle qui était habituée à tout régenter au sein de la maison et à s'occuper de toutes les questions de ménage, elle répond de façon ironique: chez moi j'avais beaucoup de soucis à commander et à administrer, ici je serai beaucoup plus tranquille, je n'ai ni à organiser ni à commander quoi que ce soit. Autrement dit, la maison est absolument vide de tout. Alors c'est dans ce lieu que, auprès de son fils, ils vont continuer leur œuvre auprès des orphelins. Ils vont accueillir pour la première fois les orphelins, non plus simplement pour s'occuper d'eux au cours de la journée, mais véritablement en faire un lieu de résidence. Nous sommes à la fin de l'année 1847, après le premier orphelin, c'est vraiment cet accueil, un orphelin venu du Val de Sésia, qui avait 3 francs. Alors au départ, il y avait eu un des premiers accueils où les garnements avaient volé les couvertures et puis ça avait pas donné de suite. Mais là, petit à petit, c'est la création, un petit peu sans que Don Bosco, Saint Jean Bosco le veuille, la création d'un internat, puisqu'ils vont être finalement des centaines. Et là, il y a une réelle organisation qui va se mettre en place. Au mois de mai 1847, Saint Jean Bosco fonde la compagnie de Saint-Louis pour ces garçons, qui entreprend 3 résolutions. Le bon exemple
éviter les mauvaises conversations et fréquenter les sacrements. La compagnie devient rapidement un groupe de jeunes qui s'engagent à s'entraider, à devenir meilleurs. Alors, un mois après, nous sommes le 21 juin, c'est la première fête de Saint-Louis de Gonzague qui est célébrée avec solennité et Don Bosco va d'abord présenter toujours ce jeune saint, Saint-Louis de Gonzague, comme modèle de pureté. Et là, l'archevêque Franzoni, qui lui a apporté un soutien sans faille, notamment contre les autorités, et puis lorsque tous ces jeunes créaient une sorte de trouble à l'ordre public, l'archevêque Franzoni l'a toujours soutenu. Il vient pour donner la confirmation à ceux qui ne l'avaient pas reçu. Et alors je cite Don Bosco: à cette occasion, l'archevêque auquel on avait posé la mitre sur la tête ne se souvint plus qu'il n'était pas à la cathédrale. Il leva la tête brusquement et la mitre cogna le plafond de la chapelle. Tout le monde rit, et lui le premier. Monseigneur Franzoni murmura: il faut faire honneur aux garçons de Don Bosco et leur prêcher la tête découverte. En septembre, Don Bosco achète la première statuette de la Madone. Elle lui coûte 27 lire et cette petite fondation va grandir, mûrir et va permettre à Don Bosco d'accomplir pleinement son œuvre.